Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes que 3 autour de cette table ronde, mais elle va être quand même passionnante. On va aborder un sujet autour de l'entrepreneuriat, toujours, et travailler en famille. Donc, famille d'entrepreneurs ou bien entreprendre en famille, ça va être la question de cette table ronde. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle capsule. Donc, autour de cette table, Laetitia Venturini, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Tu es chef d'entreprise et tu as fondé avec ton mari, du coup, l'agence de communication Coalita. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase et présenter l'agence ? Oui, bien sûr. Donc, Laetitia Venturini, on a avec mon mari Gianni Venturini l'agence de communication Coalita et on accompagne les entreprises au niveau local principalement dans leur présence sur le web. Super, merci beaucoup. Anna Maria Solacaro, merci d'être présente. Merci à vous. Avocate dans le cabinet du même nom. Oui, tout à fait. Et tu as collaboré du coup avec ton père et tu continues avec ton frère. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors oui, je vous remercie déjà pour cette invitation et votre présence qui est très agréable. Je suis effectivement avocate au barreau d'Ajaccio. J'ai eu la lourde charge, mais aussi l'immense honneur de reprendre le cabinet de mon père, qui effectivement porte le même nom. Et je travaille assez régulièrement avec mon frère qui, lui, a son cabinet à Nice, mais nous travaillons très régulièrement ensemble au travers de plusieurs affaires. Très bien, voilà. Super. Du coup, on va parler de l'entrepreneuriat en famille, donc avec son conjoint, avec son frère, avec son père, avec sa sœur, avec son oncle, etc. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez nous, hein, les entreprises familiales qu'on se lègue ou le fait de monter une société avec un membre de notre famille, ça se fait assez fréquemment. Du coup, pourquoi est-ce que... La première question, voilà, il la faut... Pourquoi est-ce que l'on s'associe ? Pourquoi est-ce que l'on entreprend en famille ? J'imagine que déjà, c'est peut-être un peu le destin qui choisit. J'imagine que ce sont des vocations qui se créent au travers d'un exemple donné, en ce qui me concerne en tout cas, puisqu'il s'agissait de mon père. Et comme j'ai eu l'occasion de te le dire tout à l'heure, effectivement, un avocat et 2 enfants avocats, il n'y a plus de hasard. En ce qui me concerne, c'est déjà quelque chose qui a été choisi par le destin et non pas par moi. Mais ça a été et c'est tous les jours encore une grande aventure, parce qu'effectivement, il y a des hauts et des bas, mais il y a surtout une très grande confiance en fin de compte. Il y a une facilité à se dire aussi les choses, peut-être qu'on ne dirait pas aussi facilement, ou en tout cas peut-être avec plus de pincettes, et on passerait peut-être plus par 4 chemins si on avait affaire à des personnes extérieures. On perd pas de temps, on gagne du temps, et alors des fois ça crée des crispations, et même à la maison, puisque en fin de compte, lorsqu'on passe le seuil de la porte de la maison, on se rend compte en réalité qu'on ramène ces problématiques chez nous. Mais bon, allez, c'est le jeu, mais il y a aussi un franc-parler, et c'est quelque chose, je pense, qui crée peut-être plus de productivité, d'efficacité au quotidien sur pas mal de questions. Ah, c'était vraiment une passion en fait qui t'a été transmise et qui a été transmise à ton frère également. Oui, mais la façon que notre père avait d'exercer la profession, c'était quasi un apostolat. C'était quelque chose de très engagé. Il s'investissait pour chaque dossier de la même manière, quelle que soit son importance. Donc, c'est un peu cet exemple-là. C'était presque un exercice dans l'abnégation, en fin de compte. Hein. Mais bon, on n'a pas pour autant manqué de père. Au contraire, il a toujours été là pour nous. Mais c'est vrai qu'on le voyait extrêmement impliqué, au point de le voir des fois très fatigué, rentrer très tard. Mais cette passion qu'il y mettait nous a été transmise, je pense, presque malgré lui, en fin de compte. Oui, ça, c'était pas quelque chose de voulu, et au final, non. Voilà, c'est l'exemple que vous avez suivi. Oui, tout à fait. Laetitia, comment ça s'est passé pour toi ? Mais nous, contrairement à Anna-Marie, on n'a pas eu ce modèle-là. Donc, comment ça s'est passé ? Honnêtement, ça a été plutôt naturellement, étape par étape. En fait, lorsqu'on est parti faire nos études sur le continent, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et quand on est revenu,
on trouvait pas forcément les postes qui nous convenaient. Moi, si, j'ai trouvé un poste qui me convenait, donc j'étais contente. Mais Gian, non. Et donc, il s'est dit, je vais me mettre à mon compte. Et donc, il était à l'époque auto-entrepreneur. Et en fait, je l'aidais. Et au fur et à mesure que je l'aidais, il y avait des choses que lui ne savait pas faire et que je venais compléter. Et au bout d'1 an, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on donne un cadre à ça. Et il faut qu'on fasse quelque chose de plus concret et qui nous mette en valeur tous les deux. Et c'est comme ça qu'on s'est associés sur une forme sociétaire. Mais on ne s'est pas dit un jour, allez, on va être entrepreneur, on va créer quelque chose comme ça arrive à beaucoup de gens peut-être. Oui. Mais nous, ça s'est fait sur le long terme, naturellement. Oui, c'est ça, c'est avec des compétences complémentaires au final que vous vous êtes dit, dans une société, en fait, ça se coordonne super bien, l'offre de service, en fait, peut en être que mieux. Ouais. Et comment ça se passe, du coup, vie pro, vie perso, ça fait partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui, vie pro, vie perso. On ferme la porte de la maison, ça ne veut pas dire que le travail, il reste à la porte. Exactement. Comment vous faites? Nous, on est complémentaires, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout le temps, on ne travaille pas tout le temps ensemble sur les mêmes projets. La difficulté pour nous, alors c'est vrai que pendant longtemps, au début notamment, on a beaucoup travaillé en termes de volume horaire. Quand on commence, on a l'impression qu'il faut beaucoup travailler pour réussir, et donc on travaillait beaucoup. Et nous, ça nous plaisait, ça ne nous posait pas de problème, mais notre entourage, par contre, nous le reprochait particulièrement. Parce qu'on était en dîner de famille et on disait, au fait, t'as envoyé ça au client, et notre entourage me disait, on n'est pas là pour parler boulot. Et c'est vrai que nous, on était assez cloisonnés là-dessus, on faisait quasiment que ça. Et après, on a eu des salariés, on a eu un bureau, donc on a réussi à plus cloisonner. Aujourd'hui, on est retourné travailler dans notre bureau à la maison, donc c'est plus difficile de cloisonner parce qu'il n'y a pas ce pas qu'on franchit, le pas de la porte, donc c'est pas facile à cloisonner. Mais on a un bébé qui a 1 an et demi, et ça nous a obligés à cloisonner. Donc depuis 1 an et demi, on cloisonne très bien, parce que quand il est là, on ne travaille pas, et quand il n'est pas là, on travaille. Donc du coup, le cloisonnement se fait encore une fois naturellement et sans y réfléchir. Et puis vous communiquez beaucoup aussi, donc c'est peut-être ce qui facilite aussi le travail. Vous réfléchissez peut-être pas même à vous dire, c'est un moment de chill, je vais arrêter de parler de travail, et peut-être vous en parlez pas naturellement, quoi. Ouais, non, bien sûr. En fait, on réfléchit pas trop quand on est sur des horaires de travail classiques, on parle travail. Maintenant, si je vais me tourner et lui demander s'il a lancé le lave-vaisselle, je vais le faire alors qu'on est en période de travail. C'est vrai que ça se mélange un peu au final, ou parfois le soir, j'ai quelque chose qui me vient en tête et je vais lui poser la question parce que j'ai reçu un email. Et c'est vrai que entre nous, en tout cas entre lui et moi, il n'y a pas totalement ce cloisonnement comme je pense chez beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est sûr. C'est valable pour toi? Oui, c'est valable, et puis c'est encore plus poreux, j'ai l'impression, comme frontière, parce que on a cette... on peut dire qu'on est complémentaires parce qu'on voit les choses un peu différemment dans la façon d'appréhender les dossiers, dans la façon d'appréhender même les clients. Donc on a une certaine complémentarité. Mais en fin de compte, on a cette réflexion qui ne cesse jamais sur les dossiers, qui est de toute façon une chose qui nous arrive de manière récurrente, que ce soit sur des dossiers communs ou des dossiers propres en fin de compte. C'est malheureusement le genre de métier où lorsqu'on entreprend, justement, quelle que soit la forme, on est obligé, parce qu'on est à son compte aussi, de toujours être en fonctionnement. C'est toujours dynamique, en fin de compte, au plan intellectuel. Et nous, ça outrepasse totalement les limites du cabinet, des cabinets, puisque lorsqu'on se retrouve, ça peut être en période de Noël, ça peut être pour des anniversaires ou peu importe. Et ça, je sais que ça excède énormément notre entourage, et j'ai envie de dire nos entourages, puisque effectivement, viennent se greffer à cela ma belle-sœur, mon compagnon, et cela on va dire, s'agite un petit peu de temps en temps parce que on ne parle que de ça. C'est pas évident pour tout le monde, mais on s'en rend même plus compte. C'est malheureux, mais on s'en rend plus trop compte. Et les nouvelles technologies n'aidant pas aussi, puisqu'on est toujours sollicité, un mail, un appel, un texto. Voilà, du coup, on est nous aussi confrontés à cette difficulté de ne pas réussir
à cloisonner assez et pire encore, on s'en rend même pas compte. Oui, même son temps propre en fait. Déjà qu'on cloisonne pas notre temps propre Exactement. à nous, encore plus quand on est avec quelqu'un du même métier avec qui on collabore très souvent, qui va nous conseiller, qu'on va conseiller, qu'on va... c'est ça, oui. Non, c'est très compliqué de gérer ça parce qu'en plus on a à des moments différents peut-être en plus, donc on vient nous-mêmes nous embêter l'un l'autre puisque des fois, par exemple, mon frère va penser à une chose dans un dossier. Ah, t'as vu ça dans tel dossier, t'as vu, il s'est passé ça, t'as vu, il avait noté ça dans telle investigation, etc. Bon, à un moment où je ne suis pas forcément disposée ni disponible en fin de compte pour travailler, mais je m'y mets du coup, et inversement, où moi je vais penser à quelque chose et je lui dis ah, t'as vu dans tel dossier, lui, du coup on sort les iPads, les téléphones pour se consulter le dossier en question. Bon, enfin bref, donc c'est le travail qui s'invite un peu à chaque moment de famille, quoi. Oui, c'est ça. Le fait d'entreprendre en famille, est-ce qu'on arrive à mieux se projeter également? Est-ce qu'on se dit, c'est plus facile de travailler par exemple avec mon frère ou avec mon conjoint parce qu'on se connaît, on se fait confiance, donc on sait comment aussi l'autre personne travaille. Est-ce que c'est plus agréable, aisé de travailler avec quelqu'un de notre entourage hyper proche, quoi, plutôt qu'avec une personne extérieure avec qui on n'aurait pas de liens familiaux, quoi? Oui, par principe, oui, bien sûr que c'est évident. On travaillera toujours, je pense, mieux avec une personne dont on cerne à peu près tous les contours, à peu près. Mais on connaît ses travers aussi, en fin de compte, en étant d'une même famille ou dans un cadre marital, conjugal, en tout cas, peu importe. Mais on connaît quand même bien la personne, on connaît tous ses contours, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Et on fait en fonction. Il y a cette espèce de confiance, de toute façon, parce qu'on sait à qui on a affaire. C'est peut-être plus facile, ça accélère la productivité puisqu'on va plus vite vers une confiance, on va plus vite vers un rapport, je dirais, complice qu'avec une personne qui serait tiers à ce cocon familial, je pense, en tout cas, sans vouloir faire de la psychologie. Il y a le franc-parler aussi, tu disais, on va se dire plus facilement les choses de but en blanc sans passer par quatre. Oui, non, il y a le franc-parler, alors qu'il, des fois, mon frère a un caractère très explosif et moi aussi, donc de temps en temps, le franc-parler, il y a un peu toute la famille qui entend parler, justement. C'est pas évident, mais ça a cet avantage. Alors c'est vrai que des fois on se met un peu sur la gueule, sans vouloir parler mal, mais sur quelques petits points de désaccord, mais on se retrouve un peu plus rapidement aussi, peut-être que si on avait eu cet échange plus musclé avec une personne tiers, encore une fois, parce que forcément c'est mon frère, ça reste mon frère, il est embêtant des fois, moi aussi, c'est comme ça. Oui, ça crée des tensions, mais au final des tensions qui, vu qu'on connaît bien la personne. Qui s'apaise assez rapidement, en fait. En tout cas, on essaye. Il y a des tensions. Comment est-ce que vous gérez le fait de travailler là, en plus de ce que tu disais, déjà vous travaillez de chez vous, vous avez un enfant. Le perso, le pro, on a bien compris que les limites étaient assez floues. Comment est-ce que vous gérez l'interaction C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je ne me serais pas vue entreprendre avec quelqu'un d'autre que quelqu'un de ma famille, avec un inconnu ou quelqu'un que j'aurais rencontré, ou même un ami, parce que justement, il y a cette confiance. Bon, on peut avoir confiance en un ami, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette confiance dans la famille que tu n'as pas avec un ami. Ouais, il y a vraiment cette confiance dans la famille que j'aurais pas avec quelqu'un d'autre. Par contre, c'est vrai que des petites disputes, on en a aussi. Pas facile parfois de se disputer avec son collègue, mari. Oui. Et après, une fois qu'on a fini de travailler, de repartir comme si de rien n'était sur une relation perso, alors qu'on s'est écharpé 5 minutes avant. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de cloisonner dans son cerveau, que c'est une personne différente au travail, qu'on est des personnes à part entière. Le professionnel et le personnel ne sont pas les mêmes personnes. Mais franchement, là, ça fait 6 ans qu'on a cette boîte ensemble et ça va, on gère bien. Ouais, ça va. Ouais. Et vous gérez bien aussi le fait du coup de rester chez vous
Ça veut dire, du coup, vous prévoyez des sorties pour sortir de la maison, justement, ou bien ça se fait naturellement, vous allez chez des clients. Je sais aussi que vous faites la semaine de 4 jours. Du coup, Ouais. l'un garde l'enfant. Ouais, effectivement, la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qu'on avait mis en place avec nos salariés. Gian l'a maintenu parce qu'effectivement, le mercredi, il s'occupe de notre fils. Donc lui, il fait sa semaine de 4 jours. Moi, j'en profite pour travailler. Mais c'est toujours pareil. Je travaille de la maison, donc ils sont dans mes pattes en même temps que je travaille. C'est pas toujours évident. Mais sinon, je suis pas mal de fois chez des clients. Des fois, je vais dans des espaces de cowork comme à la M3E où je peux m'enfermer un petit peu devant mon ordinateur. Sans gérer ça à côté. Donc on a notre petite technique, on a notre petite routine et ça s'improvise plutôt au jour le jour que quelque chose de vraiment prédéfini et planifié. Est-ce que, du coup, travailler en famille, est-ce qu'on peut considérer qu'on est une entreprise comme une autre? Bon, là, du coup, vous avez deux cabinets bien distincts, mais voilà, est-ce qu'une entreprise familiale, c'est une entreprise comme une autre, quoi? C'est forcément, je pense, un peu plus atypique qu'une entreprise classique, en tout cas, je pense, parce qu'on n'applique pas des règles d'une entreprise classique lorsqu'on est en famille. Forcément, des règles, je ne sais pas, de management qu'on aurait pu voir s'appliquer lorsqu'on a des salariés qui sont, entre guillemets, tiers à cette famille. Évidemment qu'on voit les choses différemment lorsqu'il s'agit de nos proches. Et puis d'ailleurs, ils en font aussi un petit peu les frais, parce que les règles de management, justement, où on prend quelques pincettes et où on s'adresse à nos subordonnés ou autres, ou associés avec un certain nombre de formes, évidemment, que lorsqu'il s'agit de son frère, par exemple, pour ce qui me concerne, je ne prends pas trop de pincettes et lui non plus. Mais oui, c'est assez atypique parce que très souvent, j'ai pas le sentiment d'avoir aussi, et c'est en ça que ça présente, je pense, un avantage, d'avoir aussi à lui dire certaines choses. On a cette complicité, parfois une vision assez égale des choses, tout en étant assez complémentaires sur d'autres. Donc, on a rarement à se donner des missions. Voilà, toi, tu fais comme ci, comme ça sur une audience, ou toi, tu interviens sur tel témoin ou tel autre. On est très complémentaires et souvent, on se comprend sans avoir à se le dire, en fin de compte. Parce que vous vous connaissez très bien. Et donc, du coup, vous savez naturellement en fait, qui va intervenir sur quoi, et ça se fait oui, naturellement. généralement, on n'a pas besoin de se planifier quelque chose. Non, tel témoin, sauf cas particulier où on veut faire ressortir quelque chose un peu plus qu'une autre. Bon. Mais non, généralement, on est assez, c'est assez naturel en fin de compte. C'est assez naturel et c'est peut-être en ça que le lien alors de famille, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, le fait de bien se connaître en fin de compte, c'est quelque chose qui favorise ce type d'efficacité, peut-être. J'espère. Nous, en tout cas, c'est assez facile. Je dois dire, on est quelque peu, on va dire, rodé, sans s'y être préparé. Voilà, c'est un peu l'idée qui me vient là sur le moment. Ouais, c'est un peu on revient à ce qu'on disait peut-être un peu tout à l'heure de la transmission. Peut-être en fait la transmission, c'est fait de telle sorte que vous savez naturellement. Je sais pas comment... Oui, mais alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose d'inexplicable? Tu disais tout à l'heure, c'est le destin. Est-ce que ça fait pas partie un peu du destin de connaître l'autre comme ça Peut-être. Alors, il y a un petit détail qu'il faut préciser, c'est que mon frère a eu la chance d'exercer aux côtés de mon père, ce qui n'a pas été mon cas. C'est-à-dire que j'ai pu apprendre à ses côtés au travers de stages universitaires, etc. Malheureusement, il est parti au moment où je passais mes derniers examens, donc je n'ai pas pu exercer au sens propre du terme. Maintenant, je l'ai vu exercer, j'ai été témoin d'un certain nombre de ses exactions d'ailleurs, mais j'ai pas eu cette chance d'apprendre à ses côtés et de comprendre un peu tous les rouages. Mais là où je te rejoins, c'est que lui-même a pu transmettre à mon frère, et lui, alors en le voulant ou sans le vouloir, je sais pas, je pense en le voulant quand même un peu, me l'a transmis ensuite et me le transmet encore en retour. Donc et ça nous permet peut-être d'étayer encore un peu la pratique, de pourquoi pas de la perfectionner sans prétention aucune, mais en tout cas de se caler sur un rythme commun et de faire peut-être d'autres choses ensemble encore. Voilà.
Est-ce que c'est une entreprise comme une autre, du coup, l'agence de communication que vous avez créée ensemble? Là où je rejoins Anna-Marie, c'est que quand on s'adresse l'un à l'autre, effectivement, on va prendre moins de pincettes, on va avoir un parler un peu plus franc. Donc, de l'intérieur, je dirais que non, c'est complètement différent. Par contre, de l'extérieur, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires, j'ai l'impression que plus ou moins, ils vont pas forcément s'en rendre compte. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anecdotes de gens qui ont travaillé avec Gilliane et avec moi sans savoir qu'on était un couple, parce qu'à l'époque, on n'était pas mariés, donc on n'avait pas le même nom. Oui. Et qui, pendant des années, ont travaillé avec nous. Et un jour, on dit « Mais en fait, vous vivez ensemble, vous êtes en couple, on savait pas, vous ne l'avez jamais dit. » Parce qu'en fait, on n'a pas considéré que c'était quelque chose à prendre en compte et important dans notre relation professionnelle avec vous. Et c'est pas quelque chose que vous mettez en avant. Jamais. Non. Maintenant, c'est un peu plus dur à cacher vu qu'on a le même nom. Mais effectivement, avant, c'est quelque chose dont on parlait jamais. Et les gens qui nous connaissaient tous les deux séparément n'avaient aucune idée qu'on était en couple. Ouais. Donc, du coup, de l'extérieur, je pense que c'est une entreprise comme une autre. Pour les autres. De toute façon, dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion d'une profession, c'est exactement pareil qu'une autre personne, quoi, ou qu'une autre entreprise. Peut-être qu'en interne, du coup, comme tu disais, j'aime bien ce truc d'interne et de l'extérieur. C'est vrai que là, du coup, on comprend un peu mieux. Peut-être qu'en interne, du coup, ça va être plus une force où on sait aussi qu'on va pouvoir s'appuyer sur quelqu'un voilà, dont on connaît tout, quoi. Donc, c'est une force comme ça, ou est-ce que sur certains aspects, ça peut être un défaut une particularité. Pour rebondir sur ce que disait Laetitia il y a un moment, c'est pour moi une force aussi que les gens sachent, je pense, qu'on est une équipe aussi dans la vie privée, en fin de compte. C'est quelque chose qui, en tout cas dans mon métier, j'ai le sentiment que certains clients, l'idée d'avoir, par exemple, sur les dossiers sur lesquels on est désignés en commun, l'idée d'avoir le frère et la sœur sur la carreau, vous voyez, c'est un peu bête, mais cette espèce d'idée de binôme, peut-être des fois, pourquoi pas, un binôme infernal, ça leur plaît aussi d'avoir le frère et la sœur qui bataillent pour eux, dans leurs intérêts. Il y a peut-être un côté un peu romantique aussi dans l'œil du client, en tout cas dans son esprit. Je pense que ce lien de parenté, il fait une force quelque part, qu'on renvoie en tout cas à nos clients, cette image de force. Alors, à tort ou à raison, mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, je pense que ça a été peut-être presque une satisfaction pour certains clients de se dire, en fin de compte, ils sont mariés femmes, c'est-à-dire que l'équipe, l'espèce de team efficace que j'ai eu à connaître pour mon problème ou en tout cas pour ma demande de prestation, c'est aussi une team dans la vie privée, quoi. Je trouve que l'image est belle, c'est quelque chose d'assez atypique et ouais, je pense que ça rassure aussi quelque part le client de voir qu'on travaille en confiance, que donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la pérennité aussi. Je trouve que c'est très positif comme image. Et je te rejoins parce que quand on accompagne nos clients sur justement leur présence sur le web, systématiquement, quand une entreprise familiale, parents, mariés, femmes, enfants, on leur dit on va mettre ça en avant. On va parler de l'entreprise familiale, on va parler de ça. Il y a un storytelling, il y a une jolie histoire à raconter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en avant comme une force. Donc, voilà. Effectivement. Je te rejoins là-dessus. Je vais avoir besoin de tes services. Ok. J'ai jamais fait de site web, donc voilà, ça sera l'occasion. Voilà, la commande a été prise. Exactement. Une profession assez difficile dans la publicité. Oui, on n'a justement pas trop le droit d'en faire. Donc, mais bon, un site web, on y a le droit, donc voilà. Okay. Tu as noté, hein, Laetitia. On va faire le devis après. Qu'est-ce que j'allais dire Est-ce qu'il n'y a pas des clients qui peuvent voir ça comme je vais pas dire un défaut parce que c'est pas le bon mot, mais comme ils s'en foutent un peu, ou alors ils préfèrent pas, ou alors conflit d'intérêts, ou j'en sais rien, mais est-ce qu'à un moment ils vont pas se dire non, on travaille entre mari et femme, ils se disputent par exemple, comment je fais moi après pour ma prestation Ouais, nous c'est pour ça qu'on n'en a jamais parlé, parce qu'on a eu peur qu'on n'en parlait pas en tout cas sciemment, mais après quand on nous posait la question ou qu'on le savait, on le démentait pas, mais par contre oui, on avait un peu peur de ça, de ce côté-là, et pour une anecdote qui est qu'on avait postulé ensemble à un boulot salarié
avant d'être entrepreneur. Et on nous a refusé parce qu'on était un couple. Parce qu'on nous a dit, ah oui, mais si vous vous disputez... ça nous, crée des tensions dans la voilà. boîte. C'était un emploi où on était logés en plus. Donc ils nous ont dit non parce qu'après ça va être galère pour les logements si vous voulez plus vivre ensemble. Et donc en fait si on n'avait rien dit, on nous aurait pris. Mais là comme on était en couple, on nous a pas pris. Et du coup depuis ce moment-là, on s'est dit peut-être que voilà, les gens, on va avoir un peu peur. Alors bon, frères et sœurs, on est frères et sœurs à vie. Même si on peut se disputer, j'ai essayé de divorcer de mon frère, mais j'y arrive pas. C'est dur, hein. Merde. Si même toi, t'as pas réussi. Mais par contre, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça peut faire peur, je pense. Et du coup, c'est vrai qu'on s'en vante pas particulièrement. Maintenant, je pense que c'est un a priori qui est facile à franchir une fois qu'on a discuté avec la personne et qu'on voit que les professionnels sont sérieux. Évidemment, on ne va pas suspendre une prestation et puis c'est quelque chose qui... Notre sérieux, c'est quelque chose qui est souvent revenu lorsque on travaille avec des gens et le fait qu'on soit carré, etc. Donc, on ne donne pas ce sentiment. Mais c'est vrai que au tout début d'un projet, quand on ne connaît pas les professionnels, je pense que ça peut faire un peu peur. Oui, c'est ça, c'est que quand ils vous connaissent, là, c'est bon. Oui. Mais après... Oui, une fois que c'est lancé, c'est bon. Il y a peut-être un a priori. Oui, ça doit être un peu plus compliqué à mari et femme, je pense, au niveau de l'entrepreneuriat. Mais surtout quand on est jeune, je pense, parce que... Bon, je dis pas que les personnes plus âgées peuvent pas divorcer, mais c'est vrai qu'au tout début, on se dit est-ce qu'ils se sont mis ils ont créé ça comme ça. Voilà, ils se sont associés comme ça du jour au lendemain et c'est pas quelque chose de fiable ou de sérieux, mais non, effectivement. C'était très bien réfléchi, vous savez ce que vous faites. Et, ouais. En fait, c'est les compétences. On en revient au premier point, c'est les compétences qu'on va regarder, peut-être pas le statut des associés. Oui, et puis même s'il y a séparation, ça ne nous empêche pas de finir le travail proprement, professionnellement. À un moment donné, on a des engagements pro qui sont complètement dissociés de nos engagements perso. Bon, ce qu'on ne vous souhaite pas. Évidemment. Évidemment. Non, enfin moi au plan, alors tu évoquais tout à l'heure un conflit d'intérêts. Alors nous, chez nous, dans notre profession, ça a vraiment un sens très, très lourd. Oui, quand on est frères et sœurs dans ce métier, soit on nous prend ensemble, soit on nous prend l'un mais pas l'autre en face. Tu vois, enfin c'est-à-dire qu'on va se retrouver des fois. Alors la question ne se pose pas trop en ce qui me concerne, puisque mon frère et moi on est séparés par la Méditerranée, donc mais il se peut que un client veuille par exemple prendre mon frère, et mettons, et que je me retrouve peut-être, pourquoi pas, désignée par la personne en face. Alors oui, sur le papier, c'est mon frère. On n'est pas associés au sens propre du terme, au sens statutaire, donc on pourrait tout à fait, en soi, défendre l'un et l'autre. Mais c'est quelque chose qu'on se refuserait à faire de toute façon, parce que quelle que soit la réponse qui serait donnée, réponse pénale en l'occurrence, puisque c'est essentiellement ce que nous faisons, le client serait peut-être d'un côté ou de l'autre légitime à se demander si on ne discute pas ensemble, si voilà, après on reste comme tu l'indiquais. Il y a le secret professionnel. Tout à fait, mais bon, on reste frères et sœurs, et il y aurait, je pense, une réticence. Alors le cas s'est jamais présenté, et tant mieux, voilà. Mais tant mieux, parce qu'alors mon frère comme adversaire, et je lui ferai pas la vie belle non plus. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui serait très gênant, parce que comme tu disais tout à l'heure, même si tu restes professionnel et tu tiens à rester professionnel, et que ce soit mon frère, ma soeur, mon oncle, mon cousin, mon père ou mon mari, tu ferais ta tâche de la même manière. Mais en cas de problème, le client serait légitime à se poser des questions, se dire mais enfin ils sont frères et sœurs, ça s'est mal passé pour moi, ou trop bien pour elle ou pour lui, ou je sais pas. Donc on a quand même, je pense, quelques difficultés. On pourrait difficilement travailler contre, en fin de compte. C'est pas interdit par la loi. Non, enfin, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt au sens propre du terme, tel qu'on l'entend déontologiquement, c'est pas parce que nous sommes frères et sœurs que voilà. Mais je pense que par souci de transparence et même quelque part de délicatesse envers les clients, que ce soit clair. Puis de toute façon, on travaille bien mieux en équipe que l'un contre l'autre. Oui, parce que je sais que par exemple pour les médecins, bon là c'est au niveau patientel, on va dire, les médecins ne peuvent pas prendre en urgence quelqu'un de leur famille. Ça leur est interdit, parce qu'il y a après l'émotionnel qui se met. Oui.
Oui, mais ça, alors à la rigueur, nous, ça peut se poser ce problème, et encore que là, on n'est pas de contre-indication particulière. Oui, enfin, contre-indication, oui, on va dire de texte qui nous empêche de le faire. De défendre des proches, c'est de toute façon bon pour personne. Ouais. Moi, moi, en tout cas, c'est un peu ma politique, même si des fois, on a une grande frustration parce que lorsqu'il s'agit de gens proches, qu'on se sent un peu inutile et se dire, bon, en fin de compte, c'est vrai que le cordonnier est le plus mal chaussé. Ouais. Parce que... mais lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il y a beaucoup d'humain, des fois beaucoup d'affect, on n'a pas le recul suffisant, on n'a pas l'analyse nécessaire à bien faire les choses. Donc oui, ça c'est encore une autre configuration qui se présente assez régulièrement en revanche dans le métier d'avocat. Par contre, avoir un membre de ta famille alors de client, ma famille ou de proches, que ce soit des amis. De toute façon, en Corse, on vit dans une micro-société. Non, c'est sûr. Tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Alors heureusement, ce qui nous sauve, c'est qu'on arrive à travailler parce qu'on n'est pas amis avec tout le monde. Mais sinon, ce serait bien compliqué. Mais de manière générale, oui, chez nous en Corse, c'est très compliqué. On a toujours quelqu'un qui connaît, ou quelqu'un qu'on connaît bien personnellement, et quelqu'un de notre famille. Ça arrive aussi, parce qu'il n'y a pas qu'Al Capone qui s'est retrouvé devant la justice. Il y a aussi des gens normaux. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, en ce qui concerne mon frère particulièrement, ce serait vraiment la configuration d'être adversaire qui poserait problème, je pense. Voilà. Et que vous empêcherez. Oui, je pense. Oui, non, ça c'est quelque chose. Moi, en tout cas, je souhaiterais pas le faire. Voilà, vraiment pas. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Quand je vous ai parlé du coup du franc-parler, etc., vu que c'est un membre de notre famille, peut-être qu'on va se permettre plus de choses. À ma petite échelle, j'ai collaboré un peu avec ma sœur pour un projet de podcast. Je sais qu'à ma sœur, par contre, contrairement à ce que vous avez dit, ce qui m'a un peu étonnée, moi, j'ai mis des pincettes. Avec ma sœur, des fois que j'allais m'énerver parce qu'elle n'avait pas fait telle ou telle chose, et quand je lui ai parlé, je me suis pas énervée. Donc ça m'a un peu surpris. Chacun est comme il est, mais voilà, sur certaines choses, moi je sais que je m'énerve peut-être moins avec mes proches que je m'énerverais. Est-ce que ça résulte pas justement du fait que tu connaisses très bien ta sœur en réalité? Je dis ça parce que, alors, je sais pas, je vais te prendre un exemple un peu lambda, mais mettons, tu aurais eu affaire à quelqu'un, encore une fois, de tiers que tu ne connais pas dans tous ses travers, pas en tout cas comme tu connais ta sœur. Il y a peut-être aussi toutes ces interrogations qui viennent te parasiter lorsque ce sont des gens que tu ne connais pas assez bien, de se dire, peut-être que s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il, mais qu'il me le fait à l'envers, parce qu'il a fait exprès, parce que... Et là, tu vas te mettre dans des dispositions qui seraient peut-être... on va dire moins approprié à un dialogue, moins favorable à un dialogue, alors que là tu sais bien que ta sœur n'a pas agi contre vos intérêts, et que c'est forcément la résultante d'un oubli ou de je ne sais quelle inattention, peu importe. Donc lorsque tu vas vers elle, tu pars pas avec ses a priori. Il y a peut-être aussi cette dimension, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de la maîtrise, sans mauvaise interprétation, sans que ce soit péjoratif, mais la maîtrise de l'autre, c'est-à-dire qu'on connaît bien l'autre. On sait que si il agit de telle ou telle manière, c'est pas par malveillance, c'est pas par manœuvre frauduleuse ou je ne sais quoi, c'est simplement parce que c'est un oubli ou il était en l'air. Ce qui nous arrive assez régulièrement avec mon frère, dire tu as oublié ça, tu as écrit là au greffe, tu n'as pas fait. Bon bref, donc on se chamaille un peu, mais c'est vrai oui, là-dessus je te rejoins peut-être sur des choses peut-être qui sont un peu plus anecdotiques. Ça prend moins de proportions que si c'était avec d'autres, en revanche. C'est peut-être... moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Sur des choses qui sont de l'ordre du détail, des fois, tu as écrit à telle greffe, tu as fait « Ah non, j'ai oublié, tu es longue, allez, réveille-toi. » Bon, bref. Oui, mais puis ça passe au-dessus, quoi. Voilà. Après, on va dire qu'on ne prend pas de pincettes sur des choses où il y a de l'enjeu, où c'est vraiment des questions fondamentales pour le traitement d'un dossier, ou ça, c'est encore autre chose. Mais des questions du quotidien, oui, on prend un peu plus de pincettes. Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Oui, ou pas l'envie de se brouiller. Oui, de se dire on va pas se prendre la tête pour ça. Et quand tu sais encore une fois que l'autre n'a pas fait ça dans telle ou telle disposition, c'est pas voilà. Moi, je pense que ça peut dépendre de la relation initiale qu'ont le frère et la sœur, parce que tu as tout type de relation frère-sœur. Tu as des gens qui s'arrachent les cheveux au quotidien, et c'est vrai, tu vois, et tu as des gens qui pas du tout, même dans le perso. Donc, je pense que s'il y a une relation un petit peu de chamaillerie, même bienveillante dans le perso, on peut la retrouver dans le pro. Ou inversement, si la relation elle est tout le temps très calme et très posée dans le perso. En ce qui concerne mon frère et moi, on se tabassait petit. Ben voilà, du coup. Moi, franchement, j'ai pas été tendre avec mes sœurs non plus. On a passé un cap, heureusement. Parce que... Non, mais je veux dire, peut-être que, si on parle pas de l'enfance, mais que entre ce qui se passe le week-end et ce qui se passe la semaine, le week-end autour d'une table, un repas de famille, et la semaine au travail, peut-être que le vocabulaire est assez constant. Et au final, si on a tendance à se chamailler autour d'un repas, on va se chamailler aussi un peu au bureau, gentiment. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, en tout cas avec mon mari, donc je pense que c'est encore un peu différent aussi, frère-sœur, parent-enfant et mari-femme. Au final, on s'adresse l'un l'autre comme dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que je ne m'adresserai pas à un salarié ou un collaborateur de la même façon. Parce que, voilà. Après, je te rejoins sur... j'ai déjà travaillé avec des amis proches. Et là, je te rejoins. Non seulement je prenais beaucoup de pincettes, mais en plus, j'osais même pas dire quand ça me convenait pas. D'accord. Et parce que justement, pour pas détériorer cette relation, pour pas. Ouais. Et donc du coup, là, je te rejoins. Donc je pense que c'est aussi une autre problématique, mais. Ouais. Mais déjà, vous avez ces deux cas de figure là. Tu travailles avec ton mari dans votre maison en plus, donc un cas de figure là. Tu travailles avec ton frère, il y a quand même la Méditerranée qui vous sépare, donc à la rigueur, tu lances un téléphone, tu veux pas l'atteindre, quoi. Voilà, exactement. Au pire. Mais je suis contente d'avoir deux visions. Il nous en manquerait peut-être une troisième de frères, enfin non, frères et sœurs on a, mais un parent et son enfant, voilà. Ne serait-ce que pour, par exemple, comment est-ce qu'on transmet. Donc, on en a un peu parlé avec toi, Anna-Marie. Ça a été la transmission de la passion, de l'engagement qu'avait votre père donc à ses deux enfants, quoi. Comment est-ce que vous envisageriez, par exemple, de transmettre peut-être du coup le cabinet, ou est-ce que c'est quelque chose qui te tiendrait à cœur? Alors, si un jour mes filles venaient à être en demande, parce qu'évidemment, il est hors de question de transmettre pour transmettre. De forcer à la exactement. On se sent on sent cette passion, on a cette vocation. Bon, mais dont acte, pourquoi pas. Maintenant, je les y pousserai jamais, parce que c'est un métier qui est extrêmement contraignant. Et d'ailleurs, mon père lui-même. Je pense que, en fait, il nous l'a transmis malgré lui. Parce qu'il ne voulait pas forcément vous le transmettre. Il était passionné par son métier, il adorait ça. C'est un métier qui recèle d'immenses joies lorsqu'on arrive à avoir quelques succès qui sont parfois très rares. Mais au quotidien, c'est pas ça. Le quotidien, c'est souvent on prend des coups de bâton, il faut savoir se relever. C'est un peu un combat de boxe au quotidien. On monte sur un ring, on prend surtout des coups. Surtout le pénal. Et savoir les encaisser pour pouvoir riposter au plus vite. Alors je schématise beaucoup ça, mais c'est un peu ça au quotidien. Donc mon père, je pense qu'il espérait tout de même peut-être quelque chose de plus tranquille, de plus apaisé pour nous. Mais il nous l'a transmis malgré lui. Alors oui, si quelque part un jour mes filles venaient à être intéressées par cette profession, je les empêcherai pas, mais je voudrais qu'elles soient bien au fait de toutes ces contraintes, comme d'ailleurs notre père nous en a informé. Ça là-dessus, il s'en plaignait bien assez, il soupirait bien assez à table, ou alors lorsqu'il raccrochait le téléphone, on comprenait que c'était pas si évident que ça. Mais cette ambiance, cette tension, ces enjeux, en fin de compte, cette implication personnelle pour les autres. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'avocat, c'est un mendiant, mais c'est un mendiant d'honneur parce qu'il mendie pour les autres. Et c'est en ça que cette notion presque, alors c'est très romantique ce que je dis là, mais presque de Robin des Bois en fin de compte. C'est un peu ça qui nous a séduit, mon frère et moi. Alors à tort ou à raison, parce que sur le terrain, c'est pas tous les jours comme ça. Mais on a quand même ce sentiment d'être utile, de servir à quelque chose, de combattre contre, des fois de combattre pour des causes, presque de militer, parce que c'est encore un des seuls métiers où on a la chance de pouvoir prendre la parole, d'être entendu. Alors, je ne sais pas si on nous écoute et si véritablement ça a un impact sur le long terme, mais d'être entendu. Donc, on se dit que c'est un peu ça qui nous a transmis
cette image-là du métier qui est encore peut-être un des derniers remparts dans un état de droit, peut-être pour lutter contre un arbitraire. On peut encore s'exprimer. Après tout, Napoléon disait qu'il fallait couper la langue aux avocats. C'est peut-être pas pour rien. En effet. Qu'est-ce que tu penses, Laetitia, de la transmission Écoute, honnêtement, j'ai jamais réfléchi jusqu'à tout de suite. C'est encore un peu tôt, un an et demi, bon, oui, d'accord. Ouais. Bon, déjà, c'est vrai que de mon côté, j'ai pas reçu de transmission. Et pour transmettre, en plus, mon métier, franchement, tous les ans, j'ai l'impression que j'ai un métier différent. Ouais. Parce qu'avec toutes les évolutions qu'il y a, je n'imagine pas du tout que dans 15-20 ans, mon métier soit le même. Ouais. Même, je me pose souvent des questions de qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. Parce que, est-ce qu'il y aura encore des sites ? Est-ce qu'ils seront... Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Déjà, aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les mêmes technologies qu'il y a 5 ans, qu'on s'est créé il y a 6 ans. Donc, quand on a commencé, on n'utilisait pas du tout les mêmes technologies, on n'avait pas les mêmes prestations, c'était pas les mêmes canaux de communication qui étaient disponibles. Donc, est-ce qu'il y aura encore tout ça dans 5 ans, dans 10 ans ? Je sais pas. Est-ce que juste le métier se transformera ? Est-ce qu'il existera quasiment plus ? Franchement, la transmission, c'est trop flou pour moi aujourd'hui. Ouais. Mais surtout dans ce secteur. Ouais, voilà, précisément dans ce secteur. Après, si mon fils, on lui transmet notre passion par le fait qu'on en parle souvent et parce qu'on adore ce qu'on fait, tant mieux. Mais encore, comme je rejoins Anna-Marie, jamais je l'y pousserai, jamais je l'encouragerai. Parce que s'il aime, tant mieux. S'il n'aime pas, ce qu'il veut. Je me permets, parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Tu dis, en fait, la transmission, je ne l'y pousserai pas, mais s'il a cette passion, au gré de nos discussions auxquelles il assiste dans un cocon familial, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que, pour rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, la transmission, c'est quelque chose qui s'est fait, en fait, je pense malgré lui, mais parce que, justement, nous, on a assisté à tout ça, indirectement, il ne l'a pas choisi, mais on a entendu tout ça, et ça nous a, on s'est dit, c'est quand même, c'est rigolo le combat, en fait. C'est pas rigolo tous les jours, mais étant jeune, au début, on se disait, c'est fou, notre père est un héros, en fait. Mais du coup, il vous en parlait quand même volontairement. C'est beau. Parce qu'il avait ces discussions avec quelqu'un d'autre dans la famille ? Non, même pas, en fait, c'était... non, parce que bien sûr, c'est couvert par le secret, tout ça, donc on avait aucune... En plus, on était enfants et ados, donc bien évidemment, c'est pas avec nous qui rentrait dans le détail. Mais des fois, on l'entendait au téléphone, alors des fois avec des confrères, des fois avec des clients ou d'autres, je sais pas, des associés, peu importe. Mais on comprenait que se jouaient des stratégies, que se jouaient des réflexions sur des dossiers, une façon d'agir à point nommé parce qu'il fallait le faire à tel moment et pas à un autre. Et on le voyait comme ça faire les 100 pas sur la terrasse en train de réfléchir à comment et on se disait en fait, et puis après on avait il a été médiatisé par moments, donc on allumait la télé le soir, on le voyait, on était fiers, c'était notre papa à la télé. Donc en fait, sans nous en parler directement, mais en le voyant faire, cette transmission s'est faite. En fait, je rejoins ce que tu disais, si peut-être ton fils, au gré de tous ces moments-là où il t'entend parler avec son papa, on a fait ci, on a fait ça, voilà, vous êtes tous les deux, donc on a créé telle chose, tu as vu ce site qu'on a fait, ou je ne sais quelle prestation que vous pourriez accomplir avec fierté, et en parler tous les deux et vous enorgueillir d'avoir réussi à faire telle ou telle chose. Donc en fait, c'est plus la passion qui se transmet qu'une entreprise. Exactement. Ou une volonté. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit, c'est plus cette passion, voilà, cet amour de la chose bien faite, enfin en tout cas faite à notre manière, mais qu'on estime bien faite, qu'on transmet presque sans le vouloir, parce qu'on est fier de ce qu'on fait et parce que ça nous plaît. Ça, c'est quand même un propre de l'entrepreneur. Parce qu'il y a 2 cas de figure. Il y a les entrepreneurs et puis après, il y a les salariés. Il y a bien sûr d'autres façons de travailler ou pas d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'autres cas de figure, il me semble, où quand on est salarié, on peut transmettre avec autant de passion une entreprise. Ou un métier ou une passion. Une passion peut-être, ça va être en dehors du métier, mais vraiment transmettre un métier autant avec passion, je vois pas un autre cas de figure que les entrepreneurs. Mais c'est l'entrepreneuriat en fin de compte qui stimule, je dirais, ces ambitions, l'imaginaire aussi, se dire allez, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. En fin de compte, c'est malheureux, mais c'est vrai que lorsqu'on est peut-être dans un cadre de salariat, quel qu'il soit, et c'est d'ailleurs très triste, je trouve que les employeurs en eux-mêmes ne soient pas en mesure de donner peut-être plus de plus d'initiative, de laisser plus
plus champ libre à l'imaginaire, à l'imagination en tout cas, de leurs salariés, parce que c'est comme ça qu'on crée. Ouais. Et c'est triste que l'on soit souvent enfermé dans des fiches de poste, tu vois, des trucs. C'est dommage, c'est en échangeant, c'est en dialoguant, c'est dans l'interaction, des fois, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut créer, qu'on peut envisager des choses qu'on n'aurait peut-être pas envisagées seul. Et ce que permet l'entrepreneuriat, ce que permet quelque part notre position, alors parce qu'on est à notre compte et qu'on peut se permettre de prendre le risque aussi. Mais par contre, en ce qui me concerne, dans mon cabinet, c'est très familial. On travaille, on est que des associés. Avant d'être associés, on est amis. On est très très proches. Et même ma secrétaire est une femme que j'adore, qui est quelqu'un qui est comme ma famille. Et tout le monde y va un peu de son initiative. On a quasiment tous un peu carte blanche parce qu'on se fait confiance. Et au contraire, plus on a d'idées, mieux c'est. Mieux on crée. Voilà. Ouais, mais sans dénigrer le salariat, je pense qu'on peut être complètement passionné de son métier en étant salarié. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être aussi passionné de son entreprise en étant salarié quand on l'a pas créé, quand on n'a pas participé au fondement. On peut partager les valeurs, mais on peut pas tout partager. On peut pas partager à 100% la vision d'un patron qui, lui, par contre, déjà c'est pas facile des fois entre associés d'avoir exactement la même vision. Alors avec tous les salariés, on imagine que c'est impossible de faire adhérer tout le monde. Ça voudrait dire que le salarié, au bout d'un moment, prendrait des parts, s'investirait, deviendrait associé. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas la norme. C'est pas la norme. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aimer son métier en étant salarié. Je pense que c'est un très bon choix aussi d'être salarié autant qu'entrepreneur. Mais je pense qu'on peut pas être autant passionné que lorsqu'on choisit exactement ce qu'on fait, comme on le fait, quand on le fait. Et du coup, il y a effectivement moins de transmission. Après, je pense aussi que quand on est entrepreneur, on est plus ou moins forcément passionné. Oui. Alors que quand on est salarié, proportionnellement, je pense qu'il y a beaucoup moins de passionnés de leur métier. Il y a des gens qui parfois le font en attendant d'être entrepreneur, en attendant de faire autre chose, ou parce qu'on peut ne pas avoir le choix. Alimentaire. Aussi. Et du coup, il y a forcément une proportion moindre de salariés qui va transmettre une passion inévitablement. Ouais. Oui, ce qui est assez dommage, encore une fois, c'est peut-être aussi dans la façon de voir les choses. Moi, tout ce qui est management, tout ça, je n'y ai jamais rien compris. Je suis très mauvaise d'ailleurs là-dedans, voilà, je pense. Mais bon, c'est peut-être cette idée aussi de vouloir conserver quelque chose de... J'ai des confrères à Paris, confrères et amis, qui me voient fonctionner dans mon cabinet et qui sont surpris à chaque fois qu'ils sont en déplacement là, que donc ils sont invités à passer au cabinet, ne serait-ce que pour boire un café. Ouais. Dire, mais comment? Mais ta collaboratrice, vous tutoyez, vous êtes amis, vous êtes... Ben oui, enfin, je veux dire, mais je trouve que ce qu'il y a de triste aussi, c'est que peut-être, justement, alors oui, on ne peut pas le faire avec tout le monde dans toutes les configurations, c'est délicat, mais dès lors qu'on arrive à instaurer une relation de confiance et qu'on arrive... Moi, je trouve que c'est un luxe de travailler comme ça. C'est un véritable luxe. C'est une sérénité du quotidien. On a bien assez d'affrontements, justement, dans le métier d'avocat au quotidien, puisqu'on est payé pour ça, pour être pour et contre d'autres. Donc, bon. Donc, autant passant la porte de son cabinet, être un peu à l'aise, quoi. Voilà. Et moi, j'ai toujours voulu travailler comme ça parce que mon père lui-même, alors là aussi, sans trop le voir faire, mais j'allais souvent, lorsque je sortais du collège, il y avait le cabinet juste à côté, donc j'allais les heures de creux, j'avais bien sûr pas le droit d'aller errer en ville, donc je m'arrêtais au cabinet de mon père, puis je voyais le fonctionnement. C'était des amis avant tout, les associés entre eux, et même les collaborateurs, ils se tutoyaient, ils se chambraient. Mon père, c'était pas le boss, bien sûr. Il y avait ce respect pour lui en tant qu'ancien, hein. Ça lui aurait pas plu que je dise ça, mais bon, en tant qu'ancien. Mais il y avait tout de même ce relationnel assez facile. On pouvait aller lui parler de tout en cas de problème. Bon, et je trouve que là aussi, ça accélère beaucoup de choses. Enfin, si vous avez un salarié qui ose pas venir vous voir parce qu'il a peur de vous, c'est compliqué, non, mais bon. C'est des trucs, voilà. Oui, entre associés, et puis surtout quand on est de la même famille, ou alors qu'on est très proche. Pas, voilà, bon, c'est bon, normalement, il y a... Voilà, ça dépend peut-être de la relation qu'on veut, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure avec tes amis, où tu as déjà travaillé avec tes amis, et toi, où tu prenais plus de pincettes aussi. Je pense que ça va dépendre de la relation qu'on a avec les personnes et des types de personnes avec qui on va travailler aussi, où on sait que, par exemple, si la personne en face... Voilà. C'est ça. Si elle est peut-être... si on ne peut pas la chambrer, par exemple, on sait très bien... Il y a des amis avec qui je ne pourrais pas travailler. Non. Même si ça reste des amis, ce sont des gens que j'apprécie. Mais il y en a d'autres avec qui je peux travailler. Je sais très bien qu'il n'y a pas de susceptibilité mal placée. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a des personnes qui sont susceptibles et d'autres qui ne le sont pas. On arrive plus ou moins à travailler avec. Et c'est vrai que quand... que ce soit au niveau de la famille ou au niveau du cercle, de l'intime, quand on arrive à trouver des personnes avec qui on est
complémentaire, qu'on arrive à travailler, qu'en plus on s'associe, on travaille ensemble, on est passionnés, etc. C'est vrai que c'est quand même une autre structure d'entreprise. C'est qu'une entreprise où il y a des associés qui ne se connaissent que par le travail, ou voilà, il y a la valeur humaine déjà qui est essentielle dans l'entreprise, et ça facilite beaucoup de choses. Au final, il doit y avoir des défauts, bien entendu, comme dans toute structure, mais je trouve quand même qu'ils sont moindres que dans d'autres structures. Oui, on a tous, je pense, quand on a envie de s'associer avec des proches, quels qu'ils soient, pour nous, c'est pas pour rien. Je pense qu'on est aussi en recherche de cet équilibre de confiance. Moi, je pense que c'est pas pour rien si aujourd'hui, par exemple, voilà, mon cabinet, encore une fois, est composé essentiellement d'amis. Alors, ce sont des confrères, bien sûr, mes associés, mais ce sont des amis d'abord. Ma collaboratrice, qui travaille donc entre guillemets pour moi, mais moi, je considère qu'elle travaille avec moi. C'est une amie avant tout. Ma secrétaire est une amie aussi. Enfin, je pense que c'est pas un hasard, en fin de compte. Je m'en rends compte d'ailleurs tout en discutant avec vous. En fin de compte, c'est un peu la magie de ce genre de débat. De discuter, c'est la psychologie de la table ronde. Ce dialogue-là, c'est très bien. Cet échange, c'est très bien pour ça, parce que nous-mêmes, on évolue, en fin de compte, dans notre réflexion. Mais je pense que c'est pas un hasard que j'en sois là, au plan structurel, que j'ai ces amis autour de moi, après avoir eu cette vocation peut-être transmise par mon père, et puis ensuite par mon frère. C'est une recherche presque inconsciente de confiance et de complicité, pour être rassuré. C'est un peu mon sentiment. Il y a peut-être le fait aussi qu'on attire des gens comme nous, c'est-à-dire que si on est quelqu'un de rigoureux, on va attirer des gens comme ça, et donc forcément on va être content de travailler avec eux parce qu'ils vont avoir la même rigueur que nous. Je pense que voilà, on a l'entourage aussi de gens qui vont nous ressembler. On peut avoir des gens très différents, mais comme tu disais, il y a des amis avec lesquels je travaillerai pas, avec qui je pourrais. Mais pourtant avec qui on s'entend très bien. Voilà, c'est ça. Je pourrais passer des journées entières avec eux, partir en voyage avec eux. Mais par contre travailler, c'est vrai que des deux côtés, peut-être qu'on s'entendrait pas. Peut-être, parce qu'au final on n'a pas essayé, mais c'est vrai que je pense que dans le travail aussi, si on s'entoure de gens qu'on connaît, on le fait par rapport à des valeurs qu'on partage. Alors que quand on va passer un entretien d'embauche, au final, c'est pas en 1 heure qu'on va se rendre compte si la personne partage nos valeurs. Donc, je comprends cette envie de s'entourer d'amis et pas que de famille au sens sanguin du terme. Voilà, c'est la famille qu'on a choisie au final. Exactement. C'est ça, voilà. On arrive déjà à la fin de cette table ronde. Ça passe vite, effectivement. Ça passe super vite, c'est toujours comme ça. Là, on est 3, donc on a pu encore plus discuter que quand on est 4, même si c'est agréable dans les deux cas. Une petite phrase de conclusion chacune. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette table? Qu'est-ce qu'il est important de transmettre, ou un petit mot de fin chacune? Oula, je t'en prie. Écoute, c'était très intéressant cet échange, et au final, c'est venu confirmer un choix dont je doutais pas spécialement, mais que le choix de travailler en famille, pour moi avec mon mari, c'est un choix qu'on a fait naturellement et sans vraiment se poser de questions, mais qui au final est vraiment approprié à ce qu'on veut faire dans l'entrepreneuriat et à notre vision de l'entrepreneuriat. Super, merci. Eh bien, moi, ce que je peux dire, c'est que lorsque tu m'as invitée avec ce sujet, je me suis dit, ça va être très compliqué, parce que, comme tu le sais, mon père n'est malheureusement plus là, mon frère est à distance, donc je me suis dit, mais comment je vais moi-même me positionner dans un sujet? Non, c'était avec plaisir, mais j'avais cette difficulté de me dire, où est-ce que je me positionne en fait là-dedans, parce que c'est vraiment de l'entrepreneuriat en famille. Et c'est là où je me suis surprise toute seule en t'en parlant, et justement, encore une fois, c'est les surprises des tables rondes. C'est que je réalise que, en fin de compte, l'entrepreneuriat en famille ou entre amis, c'est quelque chose qui structure ma vie professionnelle, et je m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que tu me fasses vivre cet instant. Donc déjà merci. mais c'est quelque chose de tout à fait inconscient, et dont je prends conscience justement au travers de ça, puisque mon frère avocat, mon père l'était, mais au-delà, mes amis qui m'entourent dans mon cabinet, qui sont comme ma famille. Donc c'est
c'est quelque chose de voulu en fin de compte dans Oui. ma vie. D'inconscient mais voulu. D'inconscient mais voulu. Ouais. Un petit conseil peut-être pour des personnes qui souhaiteraient entreprendre en famille, avec soit un membre de la famille, un conjoint, un ami. Alors moi je trouve ça génial, donc j'encourage, mais je trouve qu'il faut déjà très bien s'entendre avant, être au clair sur ce qu'on attend de l'un, de l'autre. C'est pas quelque chose qui va souder des liens, c'est quelque chose qui va conforter des liens, consolider des liens qui sont déjà forts, mais si il y a une mésentente particulière ou autre, ça pourra que éloigner les personnes et pas les rapprocher. Donc bien être au clair d'abord sur les objectifs de chacun. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes projets, les mêmes ambitions? Et que tout soit clair pour tout le monde avant de commencer. Je rejoins parfaitement ton analyse et particulièrement les derniers mots que tu as prononcés. C'est peut-être que pour bien le réussir, c'est d'abord s'interroger sur le fait de partager avec la personne qu'on choisit la même vision des choses, les mêmes valeurs en réalité qu'on tire dans le même sens, justement pour éviter qu'il y ait des tensions, des frictions à l'avenir, encore une fois, qu'on va amener à la maison et qui, vu cette frontière... Donc, il faut encore plus y réfléchir, quoi. Il faut encore plus y réfléchir, oui. Il faut encore plus y réfléchir, oui. Donc, peut-être même communiquer, ça serait le maître mot dans ce type d'entrepreneuriat. Il faut vraiment essayer d'aborder tous les sujets pour être au clair sur, si ça se fait, il faut que ça et ça et ça soit respecté. Et surtout, ne pas voir l'échec professionnel comme un échec de la relation tout court entre deux personnes. Oui, parce qu'au final, on peut se dire au bout de 2 ans, non mais vas-y, je supporte plus de bosser avec toi, mais ça veut pas du tout dire qu'à côté de ça, on n'est plus des frères et sœurs aussi complices ou un mari et une femme aussi proches. Donc, tout à fait. C'est pas exclusif. Merci de la précision. C'est vrai que c'était vraiment essentiel. Et ben voilà, c'est la fin de cette table ronde. Merci Audrey, merci Merci. Oui, je vous remercie à toutes les deux d'avoir été présentes et d'avoir aussi bien échangé. Ça a été passionnant de parler avec vous. Donc c'était une émission de Capsule qui est financée par la M3E et BPI France. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, merci. Au revoir.